Mongo Betty, Remember Ruben, 10-18, 1974. 5. Ainsi donc, dans l'espace d'une saison peut-être, autant du moins que nous puissions nous en souvenir encore exactement, notre cité perdit ses 2 meilleurs cœurs, son âme, dirait-on. Nous ne nous en aperçûmes pas tout de suite, mais ce fut comme une blessure qui jamais ne devait vraiment se refermer. Nous allions être minés 20 ans durant par on ne sait quoi de grinçant, comme ce qu'éprouve peut-être le nouveau-né, expulsé soudain du sein palpitant et tiède qui l'abritait, meurtri par la lumière crue du jour, étourdi par la cacophonie de la vie, broyé par la vibration glacée de l'air. Il nous faudra attendre 20 ans pour connaître enfin bribe par bribe l'odyssée digne d'Akomo, vécue par les 2 plus admirables enfants d'Ekumdum. Au milieu de ses compagnons d'infortune, sous la garde impitoyable des hommes au visage balafré, Morzamba avait marché de longs mois, les rangs des captifs grossissant au fur et à mesure des pays et des cités traversés, des clans visités. Les collectivités mêmes qui n'abritaient pas d'étrangers s'entendaient pourtant réclamer un otage, parfois 2, puis 3, comme si les exigences des soldats avaient cru avec la durée de l'expédition, ou peut-être avec la proximité de la destination. Vint le moment où la caravane s'allongea à n'en plus finir. Alors, comme s'ils avaient enfin fait bonne mesure, les balafrés cessèrent leur prélèvement humain, contraignirent leurs prisonniers à accélérer le pas, et, après quelques jours, on pénétra dans un immense camp, près d'Oyolo, un camp appelé Gouverneur Leclerc, du nom, disait-on, du chef blanc qui commandait alors tout le pays et résidait dans la capitale, Fort-Nègre. Les nouveaux venus furent répartis dans divers quartiers, dont chacun portait une appellation particulière. Affecté dans le quartier Samba, Morzamba échoua dans un baraquement long et bas, où séjournaient déjà une centaine d'hommes, des vétérans dont il lui fallut sans transition adopter le rythme de vie féroce. Tôt réveillés au sifflet, les travailleurs se débarbouillaient en un tournement, tous en même temps, dans une tinette qu'ils trouvaient dans la cour, devant l'entrée de leur baraquement. Quelques instants après, tous les hommes de Samba, rassemblés dans la grande cour, se formaient en rang, qui s'ébranlaient aussitôt dans la direction que leur indiquait un balafré armé de l'éternel mousqueton. Quand le chantier était dans une localité éloignée, il arrivait qu'on les contraignît à s'y rendre au pas de course, en chantant. Ils creusaient des routes autour d'Oyolo, défrichaient des terrains à la hache et au sabre d'abattage, ou bien étaient employés à la construction de maisons à l'intérieur de la ville européenne. Mais les chantiers les plus redoutés étaient ceux où l'on construisait des ponts en déviant des cours d'eau. On y avait institué par bonheur un système de rotation, et les mêmes équipes n'y demeuraient jamais plus d'1 mois, sans quoi les hommes eussent été condamnés à une mort foudroyante. Parfois, ils étaient soumis à des besognes moins pénibles, mais combien plus humiliantes, comme de ramasser les ordures et les détritus dans les rues, d'enterrer les morts de l'hôpital quand ils n'avaient pas de famille et, parfois, de les déterrer pour une autopsie ou une enquête de police, et même de récurer les fosses d'aisance des quartiers indigènes ou de les creuser quand elles manquaient. Quand les sirènes sonnaient midi, les prisonniers s'arrêtaient pour manger du manioc qu'ils trempaient dans un brouet d'arachide, servi par des femmes habillées de noir qui en versaient 2 louchées dans l'écuelle de chaque prisonnier, avant de repartir portant sur la tête leur marmite de fonte. Sans les laisser davantage souffler, les balafrés les remettaient aussitôt au travail, qu'ils n'abandonnaient qu'à 6 heures de l'après-midi pour revenir au camp, harassés, traînant le pied. Le dimanche, on les laissait sortir de leur camp et se promener, en groupe encadré par les balafrés, dans les rues de la ville indigène. Avec la complicité de leurs gardes, auxquels les circonstances et la vue des foules en goguette redonnaient quelque humanité, il leur arrivait alors de rendre visite à des parents ou à des amis, quand ils en avaient à Oyolo, ce qui était extrêmement rare, ou, plus souvent, de pénétrer dans un caboulot sordide pour y dépenser en bière de maïs le bienheureux Joseph, étant encore fort peu répandu, une partie de leur maigre pécule, toujours sur l'escorte des balafrés, qui participaient volontiers au toast. Morzamba ne dut qu'à sa robustesse peu ordinaire de déjouer parfaitement la pneumonie, la malaria et la dysenterie amibienne, 3 fléaux qui décimaient au début de leur séjour les travailleurs capturés comme lui parmi les tribus pacifiques et nonchalantes des confins de la grande jungle. Bien qu'il eût trouvé le gîte sans peine dans le village le plus proche du camp, qui en était cependant distant de plus d'1 kilomètre, et d'où il percevait la rumeur de la ville, Abéna joua pourtant de malchance toute la semaine.
Arrivé un lundi à Oyolo, il ne pouvait espérer rencontrer et embrasser son ami avant le dimanche suivant. Il se postait partout où il devinait que Morzamba allait passer. Il tâchait de l'apercevoir dans la foule des travailleurs, forcés, décharnés, gris, loqueteux, hagards. Mais c'était une gageure de prévoir le chantier d'affectation d'une équipe. Les hommes étaient rarement envoyés plusieurs fois au même endroit, et ils n'étaient informés de leur lieu de travail que chaque matin, au moment de quitter le camp gouverneur Leclerc. Un jour pourtant, vers la fin de la semaine, autant que nous puissions le savoir maintenant, il fut bouleversé comme foudroyé. Son cœur s'était arrêté de battre, son regard s'était fixé, au milieu d'une foule de travailleurs emportés par leurs pas hâtifs, sur un homme qu'il ne quittait plus. C'était Morzamba, c'était son frère. Il courut, il appela, il s'approcha tant que Morzamba le vit, voulut lui faire signe, lui sourire, peut-être répondre à son salut. C'était interdit en semaine. Dans les rangs, les travailleurs devaient s'abstenir de toute communication avec les civils. Morzamba venait d'enfreindre une consigne impérative. Un saringala le frappa à la tête d'un coup de crosse qui manqua l'assommer. Le malheureux baissa la tête, porta les deux mains à l'endroit douloureux, sans à aucun moment interrompre sa marche pressée, sans que dans la foule torrentielle des autres travailleurs forcés, personne lui eût jeté un regard de compassion. La stupéfaction et la colère figèrent Abena sur place, comme s'il eût été cloué au sol et, à son insu, des larmes ruisselèrent sur ses joues. Il se remit en marche, suivit l'équipe tout en se tenant à bonne distance, jusqu'au chantier, où les hommes de Samba Town travaillèrent toute la journée. Leur tâche parut être, pour agrandir la route, de remplacer une passerelle de bois jetée sur une rivière par une dalle de béton posée sur des buses de ciment. L'équipe prenait la succession d'une autre qui avait déjà dévié la route et la rivière, et même avait commencé à creuser la tranchée destinée à accueillir les buses. Mais, la nuit précédente, une pluie diluvienne avait crevé la frêle chaussée de déviation, perchée sur un frêle remblai, et la crue menaçait d'emporter la passerelle provisoire, faite de troncs grossièrement équarris. L'eau avait envahi tout le bas-fond et, pour travailler, les hommes durent patauger sans cesse dans des flots bouillonnants, qui charriaient des masses de boue rouge clair. Plusieurs fois, Abena vit Morzamba pour transporter des matériaux ou des outils, contraint de nager et même de plonger dans l'eau, sous laquelle il demeurait de longues secondes, et dont il émergeait plus hideux qu'un spectre, crachant un flot cramoisi. Abena demeura là debout jusqu'à la fin de la journée, insensible à la faim et à la soif, fasciné par ce spectacle qui lui paraissait un cauchemar abominable, frappé, eût-on dit, à jamais, de stupeur. Le lendemain, le cœur lui manqua à l'idée de suivre à nouveau Morzamba sur ce chantier, ou sur n'importe quel autre. Il redoutait maintenant par-dessus tout d'être à nouveau témoin du supplice de ce frère d'élection. L'enfant des Koumdoum, le fils d'un noble clan, devenu méconnaissable, famélique, efflanqué, craintif, flottant dans ses défroques qui tournaient rapidement à la guenille, déambula à travers la ville indigène, puis se risqua dans les rues de la ville européenne. Fantôme du fier jeune homme à la mâle assurance qu'il avait été, il y avait très, très longtemps, lui semblait-il. Il était saisi de panique en imaginant l'éventualité de se trouver tout à coup devant un habitant des Koumdoum, par miracle. Il le voyait distinctement se reculer d'horreur, ouvrir la bouche, écarquiller les yeux, se mettre à hurler d'effroi. La seule consolation dont la pensée le berça lui fut soudain retirée, lorsque le dimanche matin, à la suite d'une nouvelle tornade qui avait secoué la ville tout entière durant la nuit du samedi, il entendit dire que les travailleurs de Samba Town n'auraient pas quartier libre, parce que les toitures trop légères de la cité des employés de l'hôpital avaient été balayées par la tempête, et qu'il fallait au moins les rafistoler le jour même. Il resta néanmoins posté devant l'entrée grillagée du camp gouverneur Leclerc toute la matinée. Vers 11 heures peut-être, il en vit sortir un missionnaire en soutane noire et long cordon à pompons, enroulé plusieurs fois autour de la ceinture, qui lui rappelèrent le père Van den Ritter. Il devait y avoir des chrétiens parmi les travailleurs, et le missionnaire venait sans doute de célébrer l'office pour eux. Ou bien, mettant à profit leur malheur, peut-être essayait-il de les amener à sa religion, comme à la seule consolation qui leur restât. C'était la tactique habituelle des missionnaires. Vieil homme à longue barbe blanche, plissant le front pour regarder par-dessus ses lunettes, il allait d'un pas vif, assuré et retentissant, mais parfois aussi inégal et précipité, trébuchant sur les cailloux de la chaussée. Abena le suivit d'abord de loin, sans trop savoir ce qu'il attirait dans ce personnage fantasmagorique. Puis il se rapprocha peu à peu, mais il paraissait un badaud inoffensif, et les deux petits enfants de chœur,
anxieux comme des roquets qui trottinaient sur les pas du prêtre, ne lui prêtaient pas attention. Arrivé à sa mission, le vieillard disparut dans une longue maison à étages, entourée d'une véranda à arcades, tandis que les deux adolescents s'engouffraient dans une pièce des communs, leur logement habituel sans doute. Abéna fut dans l'embarras de l'homme qui a perdu ses amis et qui se demande comment s'y prendre pour les retrouver. Il erra sans but. Il se mit en devoir de visiter la mission, un vaste établissement, très étonné d'y aller et venir, de fouler les pelouses et les allées d'allées de briques, de traverser de grandes places bordées de cocotiers et tapissées de gravier, sans que personne parût s'inquiéter de sa présence ou voulût s'enquérir de lui. Autour de l'église puis de l'école, il rencontrait d'autres promeneurs, qui ne lui semblaient pas moins admiratifs que lui-même. Son exploration le mena bientôt au cimetière, alignement serré de tumulus surmonté d'une croix de bois, que traversait une allée très large, véritable rue, sur laquelle allaient aussi des promeneurs. Abéna, qui marchait à la hauteur des deux adolescents babillards, prit tout à coup conscience de l'intérêt de leur étrange conversation. « Ce vieux fou de Dietrich, proclamait l'un en s'esclaffant, il peut toujours courir, il ne mourra jamais. Moi, si je vais à son école, c'est, comme dit grand-mère, pour soutirer un peu d'instruction. Selon la vieille, dès qu'on en voit traîner une miette, il faut toujours la ramasser, la becquetant comme un moineau. Quant à aller recueillir la bouse de vache dans une tinette et la porter au vieux Dietrich, là, il peut toujours courir. » « La bouse de vache ? Quelle idée, observa le deuxième adolescent en ricanant. « Mais oui, tu ne sais pas. Au début, il demandait de payer un écolage. D'abord, il fallait avoir de l'argent. Bien entendu, personne n'en avait ou presque. Alors, il a inventé la bouse de vache. Quand un écolier est insolvable, il lui dit « Si tu veux rester dans mon école, tu iras recueillir 2 tinettes de bouse de vache chaque semaine, sans quoi je ne pourrai pas te garder. » Et ils y vont ? S'ils y vont ? Et comment qu'ils y vont ? Ils arpentent la chaussée au milieu des moqueries des passants, ils sillonnent les ruelles du quartier musulman où sont parqués les animaux avant d'être menés à l'abattoir, et, chaque fois qu'ils tombent sur une motte de bouse, les voilà qui se baissent et hop, dans la tinette. Formidable. Mais comment s'y prennent-ils ? Ce n'est pas difficile, tu sais. Si je me suis juré pour ma part de ne jamais en venir là, c'est plutôt parce que je ne pourrais le raconter devant personne. Tu te figures un peu ? J'aurais bonne mine, dit. Oui, avec un bout de tôle ou de n'importe quoi, qui soit à la fois plat, dur et souple, tu opères comme avec une pelle, un peu plus délicatement sans doute. Sans cesser de rire aux éclats, le premier adolescent, le plus hâbleur, continuait à se vanter sans retenue de s'instruire à l'école de la mission, sans payer d'écolage ni s'humilier à recueillir la bouse de vache dans une tinette en présence de témoins qui vous accablaient de sarcasme. Il avait, lui, découvert un moyen bien plus simple. Il avait signé un pacte avec son maître d'école, auquel il lui suffisait de graisser modestement la pâte, et même, certaines semaines, il ne lui donnait pas sa gratification, en inventant toujours un prétexte nouveau. De toute façon, maintenant qu'il l'avait compromis, le maître n'allait pas se trahir en dénonçant son élève. Abéna avait fini par saisir les grandes lignes de la situation, et voir combien elle pouvait le servir. Dietrich, le vieux missionnaire à lunettes et barbe blanche, qu'il avait vu sortir ce matin du camp gouverneur Leclerc et suivi jusqu'à la mission, était passionné de viticulture et s'évertuait à acclimater ici le cépage qu'on cultivait dans son village natal. Il lui fallait pour cela un engrais particulièrement actif. Alors, l'idée lui était venue d'utiliser la bouse de vache et de faire ramasser par les écoliers désargentés cette matière riche. Dès le lendemain matin, Abéna fut à pied d'œuvre, armé d'un vieux seau. Sans avoir essuyé plus d'une plaisanterie mordante, il eut vite rempli à ras-bord son récipient de la précieuse matière. Entre le quartier musulman et la mission catholique, il lui sembla que la puanteur qui, d'abord, ne l'avait que fort modérément incommodé, s'épaississait à proportion de la distance parcourue, qu'elle allait l'asphyxier. Plusieurs fois, il dut poser le seau de bouse de vache, se détourner, et même se boucher le nez pour donner au flot de nausées qui montait en lui le loisir de s'apaiser, tant il redoutait de rendre les cacahuètes grillées qu'au début de la matinée il avait croqué une à une pour se donner l'illusion d'un long repas. Par bonheur, au cours de la semaine, il s'apercevra qu'il s'accommodait peu à peu de cette fétidité. Il en éprouvera un émerveillement qui le laissera perplexe, ainsi que tant de découvertes faites à cette époque de son aventure et qui allaient le marquer si profondément, comme de s'apercevoir qu'il pouvait s'accoutumer à un désagrément dont l'imagination seule l'avait d'abord fait frémir. Parvenu à la mission, il se posta au pied d'un cocotier et attendit d'apercevoir le vieillard à barbe blanche, lequel, vers 10h30, sortit de son bureau et se dirigea vers l'église,
toujours de ce pas à la fois assuré et pourtant précipité, et qui trébuchait. Il allait peut-être faire ses dévotions, ou confesser quelques fidèles. Sans hésiter, l'enfant des Koumdoum, se précipitant, interpelle le vieil homme. « Mon père, dit-il, vois ce que je t'apporte. » Le vieil homme parut d'abord interloqué, toisant interminablement ce grand garçon qui avait dépassé l'âge d'être un de ses écoliers, fasciné manifestement par le seau rempli à ras-bord de bouse de vache, sur laquelle il ne cessait de jeter des œillades concupiscentes. Puis il dit tout à trac à Abéna, comme un homme qui se soulage d'un chagrin trop longtemps contenu. « Pourquoi fais-tu cela? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Que veux-tu » Abéna lui expliqua que des soldats balafrés, ces hommes qu'on appelait les Saringala, avaient razzié son pays, et Koumdoum, qu'ils avaient capturé son frère pour le faire travailler de force à Oyolo, et qu'ils l'avaient enfermé dans le camp, d'où le jeune homme avait vu sortir le missionnaire ce matin. « Je ne peux rien faire pour lui, protesta le Pierre Dietrich. « Non, je regrette, je ne peux pas intervenir, je ne peux rien faire. Il faut endurer avec patience les épreuves que Dieu nous envoie, mon fils. Attends que ton frère ait achevé sa captivité, c'est tout ce que je peux te dire. » Le vieux missionnaire allait s'éloigner, quand Abéna, au bord du désespoir, le retint presque par la manche, surpris lui-même par tant d'audace. Il lui expliqua avec la volubilité d'un homme qui joue son va-tout, que l'ayant aperçu la veille comme il sortait du camp où il venait sans doute de dire la messe, il avait imaginé de conclure un marché avec lui. « 2 jeunes garçons t'accompagnaient hier. Pourquoi ne t'accompagnerais-je pas, moi, aussi, bien que je ne sois plus un enfant? Tu pourrais bien me trouver quelque besogne à exécuter là-bas. Comme cela, ma présence dans le camp serait justifiée. Je veux parler un petit moment à mon frère, le toucher, peut-être l'embrasser. Si tu acceptes mon marché, je te fournirai chaque jour, d'ici dimanche, un seau de bouse de vache, pareil à celui-ci. » Devant un marché aussi alléchant, il n'y eut qu'une ombre d'hésitation chez le père Dietrich. « Tu ne feras rien pour permettre à ton frère de s'enfuir, tu me le promets. Tu ne tenteras rien contre l'autorité. »« Ce sera uniquement pour embrasser mon frère, je te le jure. » « Alors c'est entendu. Apporte-moi 2 seaux d'engrais chaque jour, comme tu viens de me le promettre, et dimanche, tu pénétreras derrière moi dans le camp gouverneur Leclerc. » L'ampleur et la facilité de sa victoire réjouissaient Abéna, à qui parut plus véridique que jamais l'adage courant à Koumdoum. À moins de l'aborder les mains vides, le blanc toujours te contentera. Avec ces gens-là, se disait-il, il faut toujours avoir quelque chose à échanger. Ce n'est pas comme chez nous, où le parentage sert de prétendu sésame en toutes circonstances. La consanguinité, quelle sottise. Ces gens-là nous domineront encore longtemps. Donnant, voilà la vraie vie, la vraie sagesse. Quelle montagne ne soulèverait-on avec une telle maxime? D'une façon étonnante, le souvenir du restant de la semaine n'a pas subsisté dans sa mémoire, comme si la faim endurée, la solitude, l'humiliation d'une besogne immonde et abjecte, l'épuisement de chaque fin de journée, eussent été effacés par l'espérance éperdue de retrouver enfin Morzamba. Ainsi qu'il en avait été informé, le camp gouverneur Leclerc était une sorte de ville secrète en marge d'Oyolo, une impressionnante agglomération que le vieux Dietrich et son escorte insolite traversèrent en grande partie sous le regard des habitants le plus souvent agglutinés sur le pas de leur porte, et auquel le spectacle trop rare de visiteurs si hétéroclites inspirait des commentaires laconiques mais joyeux, que manifestement le père Dietrich ne pouvait pas comprendre, ne possédant pas les finesses de la langue du pays. Les travailleurs témoignaient une verve, une gaieté et même une joie de vivre qui stupéfiaient Abéna, à qui leur apparition avait chaque fois laissé le souvenir poignant de bêtes cruellement tyrannisées. Plus rien de cette précipitation craintive et hagarde qu'on leur voyait sur les chantiers, où ils s'affairaient comme dans une hallucination. Rien de ce grouillement affolé de leurs longues jambes nues sur les chaussées d'Oyolo. Vrais citadins, ils avaient mis des vêtements qui parurent étincelants à Abéna, qui se demandait, à leur façon de le détailler du regard, s'il ne s'amusait pas de ces loques de villageois expatriés. Avec l'abnégation d'un martyr, de la seule et véritable fraternité, celle de l'amitié, l'enfant des Koumdoum était en train de savourer l'amertume de son désarroi, lorsqu'il entendit soudain prononcer distinctement son nom. Il se retourna et aperçut le visage de Morzamba, dont l'expression de jubilation le consterna, parce qu'il ignorait les mœurs de ces lieux. Dans le camp ligoté de barbelés, hérissé de miradors, les hommes avaient toute liberté de mouvement, surtout le jour. Leurs gardiens ne redoutaient ni des évasions qui n'avaient jamais eu lieu, ni des mutineries alors inconcevables aux détenus que la vue seule d'un mousqueton épouvantait au point de les transformer aussitôt en chiens rampants.
Abéna poursuivit donc son chemin au milieu des cris, des appels, des huées peut-être, le pas dans celui du vieux Dietrich, le port digne, imperturbable, roide du pieux assistant d'un saint homme. Il espérait secrètement que Morzamba, si le malheur ne l'avait pas encore jeté aux pieds du dieu des Blancs, le suivrait quand même dans la chapelle, et que là, pendant la messe, la chance leur offrirait bien une occasion d'échanger quelques mots. Mais, s'étant précipité, Morzamba l'eut vite rattrapé, saisi par les épaules, et, ayant plus de vigueur, contraint à se retourner et à lui faire face. « Tu es fou, lui fit-il joyeusement. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas » Il tenta de se dégager, roulant les yeux, jetant des regards apeurés autour de lui, étonné toutefois de ne voir aucun balafré brandir une crosse de mousqueton comme un gourdin. « Malheureux, chuchota-t-il à Morzamba, tu vas encore te faire assommer par ma faute. Viens plutôt dans la chapelle. Fais comme si tu ne me connaissais pas. » Sans le laisser finir, Morzamba rit aux éclats, la bouche grande ouverte, la tête renversée en arrière. « C'est donc cela que tu redoutes » articula-t-il enfin, quand il se fut calmé. « Tu sais, j'ai vraiment eu peur que tu ne sois devenu fou. Tu te serais vu derrière ce vieux bonhomme à barbe blanche, au milieu de ces deux bambins chafouins. N'aie aucune crainte ici, vieux. À l'intérieur du camp, on nous permet tout, du moment que nous sommes entre nous. » Bien que ne connaissant que très imparfaitement la langue du pays, le vieux Dietrich avait pourtant fini par deviner que son étrange compagnon venait de retrouver son frère perdu. Il était déjà arrivé à la chapelle. Il revint sur ses pas et dit à Abéna : « Maintenant que te voici dans le camp, tu n'as plus besoin de moi aujourd'hui. Si tu désires mon aide à nouveau, tu seras le bienvenu à la mission. » Quand le vieillard se fut à nouveau éloigné, Morzamba inonda son ami d'un flot de paroles qui lui faisait l'effet d'un vin très fort, dont l'injection dans son sang l'eût étourdi. « Tu es l'ami de ce vieux ? Toi, mon coquin, je te connaissais bien mal. Comment as-tu fait ? Raconte-moi. Toi, tu as dû cacher à ta mère que tu partais, je parie, sans quoi tu ne serais pas là. Pauvre vieux, où couches-tu ? Manges-tu à ta faim ? Avec qui passes-tu tes journées ?» Voyant tout à coup des larmes perler sur les joues d'Abéna, Morzamba prit conscience qu'il jouait le rôle, toujours attristant, du moribond qui console un homme bien portant. « Tu sais, fit-il en redevenant grave et en entraînant son ami dans un baraquement rempli d'une foule de gens, tu sais, ce qui m'arrive au fond n'est qu'un mauvais moment à passer. Il paraît que nous serons libérés dès la fin de la guerre. »« C'est-à-dire jamais, peut-être, » persifla Abéna. « Tu sais bien qu'il y a toujours une guerre chez les Blancs. Alors tu seras libéré à la fin de quelle guerre ?» Épuisé par 2 semaines d'émotion qu'il avait conduit au bord de la Neurasthénie, blasé comme par une fête venant après une attente trop longue, l'enfant des Koumdoum s'affala sur le banc que lui désignait Morzamba, lequel, s'adressant à la foule qui l'entourait, disait « C'est mon frère, oui, mon jeune frère. Tout le chemin qu'il a fait pour me rejoindre. Vous ne pourriez pas le croire si je vous le disais. Oui, oui, c'est mon frangin. » Comme dans un rêve, Abéna l'entendait et observait les pratiques insolites auxquelles on se livrait en sa présence. Sans interrompre son discours, Morzamba, revêtu maintenant d'une sorte de robe blanche, armé d'un petit instrument d'acier brillant à 2 bras, semblable à une fine paire de ciseaux, s'affairait au-dessus d'une longue table basse et creuse, habillée d'une mince feuille de métal, à côté d'une autre table, celle-là très haute et plus étroite, sur laquelle on voyait une profusion de flacons de toutes les tailles. Au milieu des éclats de voix, chacun se détachait de la foule à son tour, s'approchait de Morzamba, et tantôt dénudait sa jambe et la posait sur la table pour que l'homme en blanc lui nettoie une plaie en y versant de l'eau et la badigeonne de rouge ou de bleu, avec sa pincette portant à son extrémité une petite touffe de coton. Tantôt, après un bref échange avec le malade, Morzamba prenait dans un flacon 2 ou 3 petits grains blancs qu'il lui faisait avaler. Tantôt, son interlocuteur baissait sa culotte, lui tournant le dos, pour lui tendre une fesse dans laquelle, sans frémir un instant, comme s'il avait accompli ce geste toute sa vie, Morzamba plantait une aiguille, y fixait une seringue, qu'il vidait en poussant d'une longue pression du doigt. Pour le remercier de ses soins, les malades l'accolaient longuement et avec des spasmes, des pâmoisons comme dans l'acte d'amour ou, plus souvent, lui donnaient des bourrades dans le dos avec de grands éclats de rire. Abéna n'en croyait pas ses yeux. Tel qu'il l'avait connu à Koumdoum, tel il retrouvait Morzamba dans l'enfer de cette captivité injustifiée, soignant les autres, les consolant, prodiguant des conseils, toujours prêt à rendre service, à venir à la rescousse des malheureux et des faibles. Venu se lamenter sur le déplorable destin d'un esclave, il retrouverait le lion, à peine entravé de ses chaînes. Le restant de la journée, tout en lui faisant les honneurs du camp gouverneur Leclerc, il lui expliqua leur vie, sans colère, sans indignation,
comme une condition acceptable, normale. Il servait d'infirmier bénévole et somme toute improvisé à ses compagnons. D'abord, un véritable infirmier était venu tous les dimanches pour soulager les souffrances aiguës. Puis on avait décidé que l'assistant de l'infirmier, c'est-à-dire Morzamba, pouvait désormais remplir cet office le soir après la corvée, ou le dimanche, toute la journée. Naturellement, son travail n'était pas rémunéré, du moins pas officiellement. Les hautes autorités, celles qu'on ne voyait jamais dans le camp, ne paraissaient pas souhaiter que les familles retrouvent leurs fils. Mais si d'aventure cela arrivait, elles n'étaient jamais autorisées à venir leur rendre visite. Mais elles pouvaient toujours faire savoir aux prisonniers qu'elles étaient quelque part à Oyolo, et que, le dimanche, il n'aurait qu'à aiguiller la promenade de son groupe dans cette direction, dût-il soudoyer les gardes Saringala. Car les balafrés étaient des gens très vénaux, à tel point même qu'on les corrompait pour un peu de monnaie. Ils déguisaient un père ou un frère en ouvrier venu faire une réparation dans un baraquement du camp, lui permettant ainsi de voir quelques instants un prisonnier. Il suffisait en effet d'avoir affaire officiellement dans le camp, pour être autorisé à y pénétrer et à s'y déplacer librement, fût-ce toute la journée. Abena, par exemple, était désormais pour tous l'homme du père Dietrich. Si d'aventure quelqu'un s'avisait de le soumettre à un contrôle, il n'aurait qu'à déclarer qu'il était l'assistant du vieux Dietrich, et tout serait dit. Et malgré tout, jamais d'évasion. Jamais, mon vieux. Ici, la chose ne vient à l'esprit de personne. D'abord, il vaut mieux ne pas s'attirer l'inimitié des balafrés. Rien ne te garantit contre leurs sévices. Nous n'avons aucun droit, rien à réclamer. Il n'existe aucune règle du jeu. Une fois, ils se sont acharnés toute une soirée sur un pauvre bougre. Je ne sais même plus ce qu'ils lui reprochaient. Peut-être était-ce tout bêtement un caprice d'ivrogne. Le pauvre homme ne s'est pas relevé le lendemain. L'hôpital a bien été prévenu, mais, comme dans tous les cas graves, ils ont envoyé 2 hommes avec un brancard que dans l'après-midi. Il était sans doute déjà mort en sortant du camp. Et en apprenant qu'il était mort, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Morzamba s'abstint de répondre et, après un moment de silence, dit « Maintenant que tu m'as vu et que tu m'as parlé, tu vas retourner à Ekundum, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas pour moi. Tu ne peux pas rester là, tu vas mourir de faim. Et il y a la solitude. Tu sais, dans une ville, la vie est une chose affreuse. Tu tiens à me prouver ton affection ? Est-ce vrai ? Alors, je t'en supplie, retourne à Ekundum. Pas question, trancha Abena. Je resterai dans ce pays jusqu'à ta sortie. Ne t'obstine donc pas. Je ne sortirai peut-être jamais. C'est toi qui viens de le dire. À quoi te servirait-il de te dessécher debout devant la porte du camp, à me voir sortir à l'aube et revenir le soir, exténué et couvert de boue, et cela pendant des dizaines d'années peut-être ? Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Rien. J'ai tout imaginé depuis que je suis là. J'ai entendu les conversations autour de moi. J'ai observé chacun. Eh bien non, il n'y a rien à faire. Rentre à Ekundum. Jamais. Il quitta le camp à la nuit tombante. Il emportait un peu d'argent donné par Morzamba, dont les minuscules payes s'accumulaient en pécule. Dès le lendemain, Abena se remit à la besogne qui lui était devenue coutumière. Dans la journée, il recueillit 2 pleins seaux de bousses de vache et vint les livrer au père Dietrich à la mission catholique. « Tu es un très brave garçon, lui dit le vieillard. Je me doute que des difficultés t'accablent loin de ton pays, tandis que tu consoles ton frère par le réconfort de ta présence. Viens donc habiter à la mission. Je te nourrirai et tu seras au moins assuré de passer toutes tes nuits sous un toit. Mais je ne pourrai te fournir aucun salaire, n'ayant déjà que trop de mal à faire face à mes échéances. Un seau d'engrais chaque jour suffira, mon enfant. » Abena vint donc emménager dans une paillote cachée dans le beau verger de la mission, à l'écart, près des communs du presbytère où logeaient les enfants de chœur, les valets du vieillard, ceux-ci des jeunes gens toujours tirés à 4 épingles et qui, à l'évidence, regardaient de haut le nouveau venu. Abena s'avisa alors de parler de Vandenritter au bon Dietrich. Celui-ci en manifesta une grande joie. Il tenta à plusieurs reprises de lui faire dire la position géographique de son pays, mais fut laissé sur sa faim par l'imprécision des réponses du jeune homme. Dietrich emmena Abena devant une carte, il n'en avait jamais vu auparavant. Il resta debout devant le grand carton colorié, bouche bée, bras ballants, yeux écarquillés. Toutefois, à force de questions sur l'itinéraire que le jeune homme avait suivi pour venir à Oyolo, les tribus qu'il avait traversées, les fleuves qu'il avait franchis, les postes administratifs au large desquels il était passé, le vieil homme finit par situer Ekundum tout à fait à l'extrême sud-est de la colonie. Découvrir la position de son pays par rapport au reste de la colonie et même par rapport au moins en partie au reste du monde, puisque, au-delà des frontières de la colonie, le vieux Dietrich lui indiquait que commençait le territoire de colonies limitrophes, anglaise non loin d'Ekundum, espagnole du côté systématiquement opposé, française tout en haut et des 2 côtés, mit définitivement en branle son imagination.
Tiens, tiens, commentait le bon vieillard, voilà donc ton pays. Et c'est là que se trouve maintenant Van den Ritter. Si loin. Quel merveilleux homme. Van den Ritter s'entend-il avec les gens de ton pays? Il s'est fait bâtir une maison à l'écart de notre cité. C'est le premier élément de sa mission. Il va souvent voir les gens chez eux, leur parler, vivre au milieu d'eux. Non, il reste confiné dans sa maison avec ses domestiques. Il n'en sort que pour rendre visite au chef. Quel merveilleux garçon, reprit Dietrich avec plus d'hésitation dans l'énoncé de cette lumineuse vérité. Quel magnifique apôtre tout de même. Ainsi fut scellée une sorte d'alliance entre le vieillard à la longue barbe blanche et le fier enfant des Kumdum pour leur vagabond livré aux caprices de la fortune. Il devint un homme à tout faire du père Dietrich, son affectation principale demeurant toutefois, suite d'un pacte tacite, le ramassage de la bouse de vache, dans lequel, devenu un expert, il servait de modèle aux écoliers insolvables, son zèle et son adresse les libérant de leur sotte répugnance. Tous les dimanches, il pénétrait, à la suite du missionnaire, dans le camp gouverneur Leclerc, où il passait la journée, en compagnie de Morzamba, devenu infirmier bénévole. C'était un de ces accommodements que la vie offre parfois aux errants, en compensation, dirait-on, de leur dénuement sentimental ordinaire, félicité illusoire d'une brève station sur un sentier tourmenté. Bientôt, en effet, deux événements se produisirent sans doute en corrélation l'un avec l'autre, pensa Morzamba. Abéna disparut, et en même temps se substitua au bon vieillard Dietrich pour venir dire la messe au camp gouverneur Leclerc, un prêtre plus jeune, avec des airs d'adolescent même, le verbe claironnant, le pas martial et assuré, la barbe noire et carrée. Son style ne tarda pas à déplaire aux prisonniers convertis qui désertèrent la messe en masse d'abord, puis, de proche en proche, s'abstinrent totalement d'y paraître. Voici la singulière circonstance qui fut à l'origine de cette affaire. Entre la messe et le sermon, espace de temps que le vieux Dietrich avait toujours pour sa part mis à profit pour ranger ses ornements, son ciboire et le reste des accessoires dans une mallette, le jeune père des maisons, son remplaçant, avait l'habitude, lui, de fumer, tirant pendant de longues minutes sur une cigarette, avec une avidité qui lui creusait les joues, laissant les deux enfants de cœur prendre soin du matériel. Ce jour-là, il eut beau plonger ses mains avec fébrilité jusqu'au coude dans les profondeurs des poches de sa soutane, il ne put rien y pêcher, d'abord surpris et bégayant, puis bientôt indigné, rouge de colère, tempêtant, tournant autour de lui-même. Plutôt que de se dire qu'il avait sans doute oublié son paquet de cigarettes à la mission, l'obligation du jeûne avant la messe lui ayant interdit jusque-là de satisfaire son vice, et donc de songer à son tabac, il conçut le soupçon saugrenu d'avoir été volé, et tint à fouiller aussitôt tous les témoins de cette scène qui, se déroulant en dehors de la chapelle, avaient attiré des gens qui n'étaient pas chrétiens, et conçurent de cette humiliation une stupéfaction d'autant plus profonde et d'autant plus justifiée. L'application du père des maisons, sa détermination et sa manifeste conviction firent de cette séance de fouilles de dizaines de pauvres bougres une séance interminable au beau milieu du camp. Il va sans dire que son acharnement fut vain. Le père des maisons, maugréant, quitta aussitôt le camp, sans avoir prononcé son sermon, tandis que ses petits acolytes, plus ahuris que jamais, se précipitaient derrière lui. On voyait bien que des maisons faisaient à peu près tout au rebours du bon vieux Dietrich, et on racontait qu'il avait fait la guerre et qu'il retournerait bientôt au front. Il revint le dimanche suivant, mais à motocyclette. Les petits enfants de chœur l'avaient précédé, à pied. Aux yeux des prisonniers, il était devenu une sorte de curiosité, et, tel qu'un fauve insuffisamment apprivoisé, il attirait les badauds qui, toutefois, prenaient soin de se tenir à bonne distance, comme s'ils eussent redouté d'être mordus ou chargés. C'est le troisième dimanche seulement, après l'incident de la fouille, que, prenant son courage à deux mains, Morzamba, qui s'était d'abord mêlé au rang très clairsemé alors des fidèles pour écouter la messe, aborda le jeune missionnaire au sortir de la cérémonie pour lui demander des nouvelles de celui qu'il disait être son frère. Selon son habitude, le jeune missionnaire répondit distraitement, comme à la cantonade, disant qu'il avait trop de choses à faire en même temps pour se préoccuper de ce qu'il advenait du personnage en question. Pourquoi ne serait-il pas malade, alité par exemple? Le dimanche suivant, Desmaisons fut touché à la fois par le boycottage méthodique dont sa messe était maintenant l'objet, l'insistance d'Abéna et son air pathétique d'homme en proie à une profonde souffrance morale. Il promit d'en parler à Dietrich qui, après tout, était mieux qualifié que lui-même pour donner des nouvelles d'Abéna, puisqu'il était pour sa part nouveau venu à la mission. Le troisième dimanche, il dut avouer d'un air las qu'il avait oublié de s'informer auprès du vieux missionnaire sur son employé disparu. Il reconnut volontiers qu'il était étrange qu'Abéna, employé exemplaire, eût ainsi tout à coup pris la clé des champs.
Le 5e dimanche, enfin, dans son désir de conserver avec le camp au moins une attache illusoire, il vint le premier vers Morzamba, usa d'un ton presque amical pour lui parler. Il avait interrogé le père Dietrich. Mais le vieil homme lui-même n'en savait pas plus sur l'absence d'Abéna, laquelle durait maintenant depuis près de 2 mois.